Et 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. On a beaucoup parlé handicap ces derniers jours à la suite des déclarations controversées d'Éric Zemmour. On y reviendra tout à l'heure. On va évoquer aussi le dernier comité interministériel du handicap du quinquennat Macron qui aura lieu tout à l'heure. Juste avant, quand même, une question. Et ce qu'on vous dit au gouvernement sur la déclaration d'Olivier Véran hier soir, le pire est derrière nous. Quels sont les indicateurs pour dire ça ? Eh bien, les indicateurs sont que les chiffres freinent d'entrée en réanimation, d'entrée en hospitalisation. Donc c'est ça que l'on veut, c'est pouvoir baisser cette pression hospitalière. Mais il faut aussi écouter ce qu'il a dit derrière. C'est qu'il faudra vraiment des indicateurs qui se confortent pour pouvoir dire justement que petit à petit, on va pouvoir lever certaines règles qui sont certainement restrictives pour les Français, mais très utiles et qui fonctionnent. Donc voilà, en effet, la vague, le pic est atteint et donc ça décroît. Mais attention, on a encore des réanimations qui sont très, je dirais, installées avec du Covid. Et nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir reprendre les programmations pour toutes les personnes. Donc on a encore du travail. Il y en a qui disent avec ironie, bah oui, évidemment, ça va aller beaucoup mieux dans la dernière ligne droite pour la campagne électorale d'Emmanuel Macron. C'est toutes les mesures qu'on a prises qui portent. C'est la vaccination massive des Français. C'est le fait que les Français ont tenu bon sur les restrictions et sur les gestes barrières. C'est comme ça qu'on peut dire que maintenant le pic est commencé à passer. Il faut encore que la vague continue, je dirais, à refluer, notamment dans les services de réanimation. Dans les hôpitaux, oui. Bien sûr. Dans les hôpitaux où il y a urgence. On était avec le CHU de Bordeaux où on met des toiles de tente derrière, pas à cause du Covid, mais un problème d'organisation bien avant le Covid. Oui, et puis tous les soins déprogrammés qu'il faut reprogrammer. Enfin voilà, il faut encore faire beaucoup d'efforts. Oui, donc vous organisez ce matin le dernier comité interministériel au handicap du quinquennat. C'était l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Il y a en France 12 millions de personnes en situation de handicap. 8 millions en fait d'aidants. Alors évidemment, tous ne sont pas à un même niveau. Qu'est-ce que vous allez annoncer lors de ces derniers comités ? Alors d'abord dire qu'il y aura 15 ministres présents autour de Jean Castex, puisque c'est en effet l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, culture, sport. Voilà, nous travaillons vraiment pour améliorer la vie des personnes handicapées, leur participation, leur citoyenneté, la prise en compte de leurs besoins partout où elles veulent, que ce soit dans l'école, dans l'emploi, dans les études supérieures. Et là, nous avons vraiment des résultats. Je voudrais dire que vraiment, le regard que l'on porte... Quel est le bilan alors justement ? Parce qu'il y a parfois des chiffres un peu controversés. On y reviendra en fait tout à l'heure. Non, mais les chiffres... Et puis des décisions. Ouais. Alors, je pense que ce qu'on peut dire de façon majoritaire, c'est que le chemin vraiment dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire à l'école, dans l'emploi, maintenant est ancré. On a 20% de plus d'enfants handicapés scolarisés chaque année. On a 35% de plus d'accompagnants pour justement les accompagner et réussir leur parcours de scolarisation. On a 5 fois plus d'étudiants dans les études supérieures depuis 5 ans. Et sur l'emploi, on a enfin le chômage qui a baissé 5 points de moins en 5 ans sur l'emploi, sur le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Donc il y a un mouvement maintenant qui est ancré, c'est cette société inclusive qu'on a construit. Ça ne se construit pas en un instant, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, les moyens sont là, le regard change. On a fait la grande campagne nationale justement pour changer le regard sur le handicap. Et les Français nous le disent. Oui, les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. Ce sont nos collègues de travail, c'est mon petit copain d'école, c'est la personne qui va vivre à côté de chez moi parce qu'on travaille sur l'habitat. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui font que, eh bien, on a mis les moyens. Je rappelle quand même 17% d'augmentation du budget handicap en 5 ans dans l'ensemble des domaines. Donc, bien sûr que ça, certaines fois, ça ne va pas. Il y a encore beaucoup à faire, quoi, parce que c'était une des priorités. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez dire ce matin, en dehors de ce bilan ? Est-ce qu'il y a encore des choses, en fait, à tracer, à annoncer là ? Bien sûr, d'abord sur l'emploi, parce qu'on ne lâchera rien. On a mobilisé les entreprises privées, publiques, on a mobilisé les organisations syndicales. Eh bien, ça, il faut que ça se sache. Il faut que les entreprises puissent publier leurs résultats. Pourquoi ? Parce que comme ça, quand les personnes frappent à la porte de l'entreprise, elles n'hésitent pas à dire qu'elles sont en situation de handicap. Baromètre emploi-handicap qui sera publié le 10 mars. Ça, c'est important. C'est un nouveau baromètre. Un nouveau baromètre qui va permettre aux entreprises volontaires de pouvoir dire voilà quel est mon taux d'emploi, voilà le nombre d'apprentis en situation de handicap. 75% de plus d'apprentis handicapés. Et ça, ce sera obligatoire dans les entreprises ? Volontariat. Volontariat. Moi, je passe toujours de l'obligation à l'envie. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'obligation, elle y est depuis
35 ans. Et on Quel est le taux stagnait. d'emploi d'ailleurs? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il s'était amélioré de 5%. Aujourd'hui, il est de combien? Le chômage a baissé de 19 à 14%. Il est encore trop fort. Mais rappelez-vous, avant, il était du double. Maintenant, il a baissé. Mais surtout, moi, ce qui m'importe, c'est ce taux d'emploi direct. Je vous rappelle qu'on est à 3,8% alors que l'obligation est à 6%. Donc, il faut qu'on augmente. Et c'est ce qu'on a fait avec l'apprentissage, encore une fois. Je voudrais redire l'apprentissage. Le DUOD, 33 000 offres de DUOD, 17% ont débouché sur de l'emploi. Oui. L'aide à l'emploi, près de 30 000 contrats signés, 70% en CDI. Oui, sur les prestations, d'une façon générale, et je crois qu'il y a des revalorisations qui doivent avoir lieu encore, notamment autour du handicap psychique. Alors voilà, on prend en compte tous les types de handicap. Ça aussi, c'était une grande discrimination que les associations nous pointaient du doigt sur le handicap psychique, le handicap mental, des handicaps qui sont difficiles à évaluer, qui n'avaient pas accès justement à de l'aide humaine pour soutenir leur autonomie. Eh bien, avec la prestation de compensation du handicap, on ouvre ces critères pour justement permettre à ces personnes de vivre comme vous et moi. Quand je vais dans le métro, par exemple, j'ai besoin d'un accompagnant parce que je ne suis pas en capacité de gérer les imprévus. Ça va être possible. Un gros travail qui a été fait avec les associations pour cette prestation du handicap, pour tous ces handicaps invisibles qui étaient souvent discriminés dans l'obtention et dans l'octroi de leurs droits. Oui. Maintenant, on y travaille de façon très constructive avec les départements, je rappelle. Sophie Cluzel, il y a la campagne électorale. Certains dénoncent un manque d'accessibilité pour les personnes handicapées. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? D'abord, je voudrais redire à tous les candidats qu'il va falloir de façon obligatoire faire toute leur profession de foi en facile à lire et à comprendre. C'est-à-dire simplifier les textes pour que tout le monde puisse comprendre les intentions, les promesses et les professions de foi. C'est obligatoire. Et là, nous vérifierons vraiment. Parce que nous avons remis, par exemple, le droit de vote pour les majeurs protégés sous tutelle, un droit fondamental de dignité. Eh bien, il faut qu'ils puissent l'exécuter, ce droit. Donc, il faut comprendre maintenant ce que promettent les candidats et les professions de foi. Obligatoire, en facile à lire, à comprendre. Et je salue aussi les associations, notamment le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est une grosse instance qui représente justement toutes les personnes handicapées, qui travaille justement sur cet observatoire pour bien vérifier que tous les candidats seront au rendez-vous de la compréhension des professions de foi. La compréhension, accessible pour tous, quoi. Oui, et comme vous le dites, pour tous. Ça servira à tous, je pense. Bon, il y a une menace pour les candidats, ceux qui ne le feront pas? Eh bien, c'est obligatoire. Des amendes, des pénalités. Et nous vérifierons et nous pointerons du doigt et nous dénoncerons. Je veux dire, c'est ça l'intérêt, que les associations s'en emparent. Mais j'ai du mal à voir quand même la simplification. Ça veut dire quoi? Quelques lignes simplement pour définir un programme? Le facile à lire, à comprendre, en fait, c'est une langue qui permet de s'approprier un concept avec un sujet, verbe, complément, et qui donc va tout simplement servir à tout le monde pour comprendre les professions de foi de tout un chacun. Oui. Avec le scandale de la maltraitance dans les EHPAD Orpea, on pense aussi aux établissements spécialisés qui accueillent des handicapés. Parfois d'ailleurs aussi dans le médico-social d'une façon générale, on manque de personnel et il y a eu des scandales par le passé. Est-ce que vous avez demandé vous-même une enquête à la suite en fait de ça? C'est très différent. D'abord, ce sont tous gérés par des associations privées non lucratives, dans les conseils d'administration, il y a les parents. Il peut très bien y avoir de la maltraitance. Il y a les parents, il y a les familles, et depuis des années, les associations ont travaillé justement sur la bientraitance, sur les recommandations de bonnes pratiques, avec la Haute Autorité de Santé. Évidemment qu'il peut y avoir des dysfonctionnements de la maltraitance, et nous agissons immédiatement. Il y a des alertes, il y a des contrôles, il y a des inspections, et surtout, la parole des personnes et des résidents dans les établissements médico-sociaux, elle est prise en compte, puisqu'il y a des conseils de la vie sociale, ils s'expriment. C'est un univers extrêmement différent, qui est justement grâce aux associations militantes, depuis des années et des années, ont porté il y a une alerte du réseau national UNAPI qui dit on manque en fait de personnel, on a une hémorragie en fait de soignants. L'UNAPI est en effet un des plus gros réseaux d'associations gestionnaires, c'est les ADAPI, c'est près de 4 milliards de fonctionnement par l'État sur l'UNAPI. L'UNAPI est donc aussi en responsabilité justement de pouvoir attirer les personnels chez eux, de pouvoir la revalorisation que nous avons mis en place, notamment la revalorisation dite du Ségur, 183 € net par mois dans tous les établissements médico-sociaux, et nous continuons de travailler, puisque le Premier ministre l'a annoncé, le 18 février, nous aurons une conférence sociale sur les métiers de l'accompagnement pour travailler sur la reconnaissance des personnels, la possibilité d'avoir des carrières. Donc nous travaillons
et aussi avec les départements. Et là, il y a des emplois vacants, 30 000, c'est vrai, c'est le bon chiffre ou pas? Non, c'est pas 30 000. C'est un chiffre qui a été avancé en tout cas. Oui, écoutez, moi je demande qu'à le voir ce chiffre. Vous avez quel chiffre? Vous avez un chiffre ou pas? Non, nous n'avons pas de chiffre parce que sur je dirais, il y a une différence territoriale. Il y a des tensions très importantes sur des bassins que l'on connaît, qui sont des bassins d'emploi, je veux dire, en tension régulière. Nous les accompagnons. Nous aurons une grande campagne début février sur le recrutement de ces métiers importants pour les revaloriser. Nous l'avons fait déjà dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées, ça a fonctionné. Donc voilà, on est aux côtés des opérateurs, associations gestionnaires. J'étais encore en Haute-Savoie pour rencontrer les établissements médico-sociaux qui sont en difficulté parce que c'est un bassin d'emploi contraint avec l'attrait de la Suisse à côté. Voilà, à chaque fois je me déplace, je vais voir comment ça se passe et les agences régionales de santé, certains disent Pôle quand emploi, même que la situation s'est dégradée. elle s'est dégradée partout. Patrick Roger, partout. Non, mais justement, le bilan du quinquennat, en fait. Non, elle s'est dégradée en termes de recrutement. Je parle de recrutement. Oui, bien sûr. Oui. Et vous n'avez pas pu améliorer, en fait, les choses. Est-ce que vous n'avez pas, je veux dire, conscience qu'il y a des tensions? Non, mais c'était une priorité du quinquennat pour venir en aide au handicap, d'une façon générale, à tout le secteur, quoi. Eh bien, nous avons créé 11 500 places dans les établissements spécialisés. Nous avons triplé les budgets dans l'éducation nationale. Nous avons 20% de plus d'élèves scolarisés dans l'éducation nationale. Donc, bien sûr que le chemin, encore des familles n'ont pas encore les soins appropriés, etc. Bien sûr, mais nous le savons, dans certains territoires, il y a des déserts médicaux. Mais c'est pour tous les Français, ça. C'est pas spécifique au handicap. Nous avons des tensions de recrutement, c'est indéniable. Et nous mettons justement l'accompagnement pour l'avoir. Donc, je pense que le handicap n'a jamais été aussi bien accompagné depuis 5 ans. Et pourquoi? Parce que c'est une révolution qu'on est en train de faire. Oui. Et cette révolution, c'est justement de pouvoir accueillir, scolariser, employer les personnes comme vous, c'est-à-dire dans tout un chacun. Bien sûr, bien sûr. Bon, donc voilà, au-delà de la polémique d'Éric Zemmour sur les déclarations controversées, ça a mis quand même le doigt aussi sur la situation en fait des enseignants. Beaucoup ont écrit en disant non, mais attendez, on n'est pas forcément d'accord avec Zemmour surtout, mais il affirme des choses que les enseignants n'ont pas les moyens en tant les conditions d'accueil ne sont pas réunies et on n'arrive pas en fait à arrimer complètement en fait ces enfants. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'on a rendu la formation initiale des enseignants obligatoire en septembre parce qu'il faut les outiller. C'est pour ça qu'on ouvre les portes. Déjà, ils ont énormément de difficultés en fait aujourd'hui avec des classes surchargées, quoi. Alors, nous avons justement créé des classes spécialisées, si je puis dire, par exemple pour l'autisme, qui est aussi une très grande stratégie qui a été portée depuis 5 ans, avec des moyens très importants dans l'école pour accompagner les enseignants. Ils ne sont pas seuls les enseignants quand il y a un enfant handicapé. Soit il y a un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Parce que j'ai vu toujours en fait dans des courriers qu'on a reçus. Enfin bon. Mais tous les enfants n'ont pas besoin d'être accompagnés et je salue le travail des enseignants. Ce qu'ils ont besoin, c'est absolument de travailler en coopération avec le médico-social. Quand vous êtes parent d'un enfant handicapé, vous avez un trépied, si je puis dire. Vous avez l'enseignant, vous avez parfois l'accompagnant quand il y en a besoin, mais vous avez aussi toute la rééducation. Et ce qu'on veut, c'est que ces gens travaillent ensemble et que l'enseignant ne se sente plus seul. Et c'est ce qu'on fait avec le grand service public de l'école inclusive. On ouvre les portes. Et vous reparliez de la polémique, mais ça existe partout en France, ça déjà. Que ce soit en Dordogne, à Marcillac, où je suis allée... Tous les enfants de l'établissement médico-social, ils sont dans l'école, mais avec les professionnels qui les accompagnent. Non, mais du coup, avec ces déclarations controversées, ça a permis peut-être aussi de mettre en lumière eh bien, qu'il y a besoin aussi toujours d'établissements spécialisés et de personnel, ce que vous disiez en fait tout à l'heure. On ne nie rien, mais je pense qu'il ne connaît absolument pas la situation et la façon dont on travaille, parce que c'est pas je mets un enfant handicapé tout seul à l'école, ça n'existe pas ça. Il a toujours besoin d'orthophonie parfois, il a toujours besoin d'ergo, il a toujours besoin de psychomotricien. Ce que l'on fait, c'est un travail de coopération. Et je salue les associations parce qu'elles changent, elles sortent des murs des établissements, elles vont dans l'école. Pareil pour l'emploi. On fait de l'emploi accompagné, je rappelle. Parce que certains handicapés, psychiques, mentaux, auront toujours besoin d'être accompagnés. Et on ne nie pas. Et c'est pareil dans l'emploi. Bien sûr, ça, il ne faut pas le nier. Ça. Et c'est pareil dans le logement, quand on crée l'habitat inclusif. Ils ne sont pas tous au même niveau, malheureusement. Exactement, 12 millions de personnes. C'est des situations extrêmement différentes. Il y en a qui sont totalement autonomes, il y en a qui sont autonomes parce qu'ils sont bien accompagés, il y en a qui ont besoin de plateaux techniques. Vous ne lui en voulez pas aujourd'hui à Éric Zemmour d'avoir remis le dossier sur la table. Il a permis de reparler en fait du handicap finalement dans la campagne. Oui, mais vous savez, dans les médias et sur Sud Radio particulièrement, je pense qu'on parle du handicap toujours aussi toute l'année parce que justement le handicap est un sujet sociétal. Et quand on parle du handicap, il y a une campagne qui arrive, quoi.
Il y a une campagne qui arrive, mais le handicap est un vrai sujet de société. Parce que quand on travaille sur les personnes handicapées, on travaille sur le bien commun de tous. Quand vous faites des aménagements, ça sert à tout le monde. Quand vous mettez de l'accessibilité, ça sert à tout le monde, aux familles nombreuses, qui ont des poussettes par exemple. Ça sert à tous de s'améliorer. C'est ça la société inclusive, c'est que l'environnement petit à petit s'adapte pour le bien commun de tous. Donc le handicap est un vrai sujet de société. Et il a bien fait d'en parler. Et surtout, vous faites bien d'en parler à travers le comité interministériel du handicap. C'est l'ensemble du gouvernement qui en parle. Mais un mot quand même aussi sur les conjoints, l'allocation pour les conjoints. On sait qu'il y a eu une grande bataille. Certaines associations disent que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout là. Alors ça, en raison d'une posture en fait idéologique. Non, c'est pas une posture. C'est la. Depuis 35 ans, nos allocations, nos prestations sont calculées, si vous voulez, sur la solidarité nationale et la solidarité familiale. C'est-à-dire qu'on prend en compte les revenus du conjoint pour toutes les prestations, que ce soit le RSA, l'allocation adulte handicapé et l'APA. Si on veut un changement sociétal, on ne va pas encore pointer du doigt les personnes handicapées avec un régime différent. Donc moi, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai pris en compte une réforme de justice sociale. Depuis le 1er janvier, nous avons une amélioration puisque nous avons remonté le plafond des couples. Ça, c'était un engagement que j'avais pris en juillet. Nous l'avons tenu. Donc 120 000 couples ont un gain de 110 € de leur allocation mensuelle. Je voudrais quand même dire qu'on l'a revalorisé, cette allocation. En 5 ans, c'est 2,5 milliards d'investissement. Mais pour vous, il fallait continuer de... 900 €. Il ne fallait pas déconnecter, quoi. L'individualisation des prestations sociales est un vrai sujet de société. Mais pour tous. Quelle que soit la situation, qu'on soit, à cause de la pauvreté au RSA, à cause de l'éloignement de l'emploi, etc. Parlons-en, mais pour tous. Un dernier mot, il y a les Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir. Il y aura les Jeux Paralympiques début mars. Est-ce que vous irez sur place ou pas ? Oui, j'y vais. C'est prévu. Je serai à l'ouverture, soutenir tout simplement nos para-athlètes. C'est quelque chose de très important. C'est là aussi avec une diffusion télévisuelle qui vont nous permettre de comprendre ces Jeux Paralympiques. Oui. Est-ce que vous vous êtes interrogé aussi pour un boycott quand même ? Non, moi diplomatique. De la Chine, quand même. De la Chine où, d'une part, il y a, vous le savez, ce problème en fait des droits de l'homme. Il y a eu le virus qui vient de là-bas et la Chine n'a pas ouvert ses portes en fait à tout le monde pour mener les enquêtes. On peut s'interroger quand même, non ? Pour y aller ou pas ? Bien sûr que nous nous sommes interrogés, mais moi je pense que soutenir nos para-athlètes, c'est ainsi que je l'ai fait. C'est le 3e Jeux Olympiques où je vais, puisque j'étais à Pyeongchang, j'étais à Tokyo et je serai à leur côté à Pékin parce que je pense que c'est extrêmement important. Ils se sont entraînés depuis des années et des années. Les para-athlètes sont des athlètes extrêmement performants. Il faut les soutenir. Je dirais pendant 4 jours, parce qu'après, je suis obligée de revenir vite, puisque le 9 mars, j'ai la réunion ministérielle des ministres européens du handicap, dans le cadre de la présidence française. Et vous ferez la campagne avec Emmanuel Macron ? Évidemment que je serai, quand le président se déclarera... Oui, il est déjà en campagne, là. Je pense que nous avons la chance, là, de pouvoir justement poursuivre un grand projet de société qui change la donne. Émancipation, pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap, mais bien au-delà des Français. Et franchement, regardez les résultats que nous avons, que ce soit sur le chômage, sur l'emploi. Sur l'emploi, c'est phénoménal. On a fait près de 800 000 contrats d'apprentissage avec Elisabeth Borne. C'est colossal. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas en fait, à trouver en fait, c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Et encore beaucoup de gens au chômage par ailleurs. Donc, le chômage a baissé drastiquement. Drastiquement, il a baissé. Nous sommes là à côté justement de ceux qui ont besoin d'accompagnement. C'est pour ça que le service public de l'emploi est mobilisé, que ce soit pour les jeunes, un jeune, une solution. Et je pense que vraiment, avec les conditions justement économiques qui ont été stabilisées, il y a une croissance, donc il y a une appétence pour l'emploi. Nous serons aux côtés des Français pour cela, justement. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, d'avoir été l'invitée ce matin de Sud Radio.